auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mercredi 8 juin 2022. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Une édition que nous débutons par l'Assemblée nationale avec la poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 avec l'interpellation du gouvernement relative aux dispositions prises en matière d'appui à la production pour la campagne agricole de 2022. Le compte rendu, Moubarak Yakouba. C'est conformément à l'article 98 de la Constitution, 112, 117 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le parlementaire a interpellé le ministre de l'Agriculture relatif aux questions prises en matière d'appui à la production pour la campagne agricole 2022. C'est ce qui a fait l'objet de l'ordre du jour ce mercredi 8 juin 2022 à l'Assemblée nationale sous la présidence de son Excellence Sem Oumarou, le président de la dite institution. La séance a été riche par plusieurs interventions des députés sur la situation agricole du pays. Les propositions et les questions adressées au ministre ont été répondues point par point, d'où la satisfaction des députés. Des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Dispositions relatives d'abord au contenu de la réforme du secteur des engrais. Qu'est-ce que ça a permis de mettre en place jusqu'à aujourd'hui? On a mis en place les organes de cette réforme, des structures de contrôle, un fonds commun des engrais. On a mis en place une association de privés importateurs et distributeurs d'engrais. Donc, tout cela a été porté à leur connaissance pour leur dire que le secteur privé est en train d'approvisionner le pays en engrais. Bien sûr, c'est un peu différent de la structure publique que nous faisions. En une fois, ici, les opérateurs le font séparément et à plusieurs points du pays, à tel sens qu'on ne voit pas très bien en réalité les quantités importées. Mais si on compare les quantités importées et par la structure publique et les privés actuels, en réalité, les privés importent plus que la structure publique. Seulement, la réforme a changé un certain nombre de choses. Premièrement, l'importation et la distribution. Pourquoi? Parce qu'à l'importation, il y avait des surfacturations quand c'était la structure publique. Et à la distribution, au moment où c'était une subvention généralisée, une partie de cette subvention est captée par les opérateurs privés qui achètent au niveau de la structure publique à des prix subventionnés et revendent à des prix élevés aux producteurs. C'est pour éliminer ça que l'État a entrepris la réforme. Et ça, c'est réussi. Deuxièmement, on tente de mettre en place une structure de contrôle. Bien sûr, ce n'est pas encore bien rodé. Beaucoup reste à faire. Mais enfin, c'est surtout le changement du mode de subvention. À la place d'une subvention généralisée, l'État a mis en place une subvention ciblée.
sur des producteurs bien identifiés. Seulement jusqu'à présent, l'État continue à subventionner les ménages vulnérables. Mais si on veut développer l'agriculture, augmenter les productions, il faut étendre cette subvention aux agriculteurs non vulnérables, qui peuvent dégager un surplus, qui peuvent générer des ressources, qui nous permettraient de transférer aux ménages vulnérables. Ça, c'est un aspect sur l'aspect concernant la réforme. Nous avons aussi éclairé l'Assemblée sur les dispositions prises en matière de distribution des engrais. L'État, plus qu'avant, a mis en place plus de 10 000 tonnes subventionnées. C'est très important. Concernant les semences, l'État va assister les ménages vulnérables avec plus de 80% de stock de semences améliorées disponibles au niveau du pays. C'est ainsi qu'on envisage de mettre en place 8 711 tonnes de semences améliorées au niveau de ces ménages vulnérables. Le prix de l'engrais a augmenté à l'international. Entre 2011, l'année dernière, et cette année, le prix a plus que doublé, triplé sur le marché international. Au Niger, nous avons opté pour une subvention ciblée, ce qui fait que les 10 000 tonnes qui vont être distribuées seront subventionnées et coûteront entre 10 000 et 15 000 le sac de 50 kg. Mais pour le reste, les producteurs vont acheter au prix du marché. A noter qu'à la prochaine séance plénière, la commission saisie au fond. À cette plénière, notamment la commission du développement rural et de l'environnement, doit établir un projet de déclaration de l'Assemblée nationale au gouvernement. La séance plénière reprendra le jeudi 9 juin 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. Le collectif des associations islamiques du Niger a rendu public une déclaration de presse ce jour 8 juin 2022. Elle est relative au projet de loi qui sera voté par l'Assemblée nationale. La teneur de la déclaration dans cet élément. Les associations islamiques œuvrent pour la réalisation des 5 grands objectifs de l'islam, à savoir la sauvegarde de la religiosité, relation entre le Créateur et les créatures, la préservation de la vie humaine étant sacrée, la protection de la raison, tout acte devant porter atteinte à cette raison dans le sens de l'altérer et interdire au vu de sa sacralité, la préservation et la protection des richesses et des biens, la sauvegarde et la protection de la progéniture, le mariage et la famille dans sa globalité. L'uniformisation des politiques de santé à l'échelle mondiale, telles que recherchées par l'ordre mondial, constitue un grave danger pour l'intégrité physique de l'espèce humaine, la santé morale et la survie des peuples en général et du peuple nigérien en particulier. L'examen des différents articles dans les détails ont permis de relever 12 sur les 70 que compte ce projet de loi en contradiction de nos valeurs islamiques et de nos bonnes mœurs. Pour illustrer ces propos et dans le souci de précision et de concision, retenons seulement 3 articles anti-religieux. Il s'agit de l'article 9 qui stipule, et nous citons, « Toutes les spécialités de la santé et de l'hygiène publique doivent être prises en considération dans les programmes de formation de l'État. » Fin de citation. Au sujet de cet article, nous rappelons qu'en octobre 2014, les associations islamiques ont fait une déclaration suite à laquelle le gouvernement du Niger avait retiré des manuels d'enseignement dans les collèges sur des sujets en lien avec la santé de reproduction, la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Article 23, il dit ceci et nous citons. Tout couple légalement marié a le droit de procréer selon sa capacité de prise en charge. Fin de citation.
pour les associations islamiques, cet article n'orientera ou n'imposera-t-il pas au couple cette volonté de contrôle de naissance pour le souci du taux de réduction de la natalité? Nous rappelons que donner la vie ou la retirer relève exclusivement de la volonté d'Allah. Article 63. Il précise, et nous citons, l'utilisation de toute source de bruit intense en milieu urbain, dans les bars, restaurants, hôtels, salles de jeux et spectacles, dans les lieux de culte, aux abords des établissements scolaires et académiques, des formations sanitaires et autres services administratifs est interdite. Fin de citation. Est-ce à dire que les appels de prière, la lecture du Saint-Coran et les prêches constituent des bruits intenses comme les autres pour ne plus utiliser les haut-parleurs? La lecture des articles restants nous fait penser à certains points de réserve de la CEDEF, du Code de la famille, du statut personnel, du protocole de Maputo et de la scolarisation de la jeune fille en milieu scolaire qui sont en train de refaire surface. Pourtant, ces dispositions ont fait l'objet de rejet par les parlementaires et les autorités en leur temps. La santé de la reproduction à laquelle le projet de loi fait largement place est contestée sur les aspects de la planification familiale et c'est l'occasion pour nous de rappeler que des projets allant dans le sens de fixer l'âge de mariage à 18 ans, de limiter le nombre d'enfants et d'arrêter précocement la maternité ne seraient être acceptés par des Nigériens dans leur grande majorité. Nous n'allons pas enfin cesser de dire que les pays où les hommes se marient entre eux ont passé par ces étapes que ce texte de loi voudrait promouvoir au Niger. Pour toutes raisons évoquées plus haut, les associations islamiques en appellent à la sagesse et à la clairvoyance des députés nationaux représentant une population à 99% musulmane d'abandonner purement et simplement ce projet de loi pour le bonheur du peuple nigérien. Que les milieux religieux soient dressés depuis des décennies contre un projet, ne suffit-il pas à nos parlementaires en tant que croyants de se convaincre de rejeter ce projet? Qu'Allah assiste le Niger, son peuple et ses dirigeants et qu'il nous gratifie d'un hivernage. La suite de cette édition, exposition d'art à la faculté des lettres et sciences de l'université Abdoumouni de Niamey. Une de nos équipes a fait un tour pour voir de visu. Suivez ce élément de Sarah Toukoli et Mamassani Ousmane. L'art est le support et la cause de la transformation de la beauté naturelle exceptionnelle pour une beauté esthétique à travers les objets. Plusieurs objets ont été exposés à l'espace art et culture de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdoumouni de Niamey. Ces objets ont été faits à base de plusieurs métaux. On note entre autres parmi ceux qui sont exposés tableau du destin, l'arbre de l'humanité et aussi le du destin que nous explique ici cet artiste. C'est un tableau réalisé par l'artiste plasticien béninois Ponce Zanou, qui était en résidence ici depuis le 23 mai, il me semble, 23. Donc il était venu pour assurer le cours d'art contemporain, art plastique. Donc on a fait une partie théorique et donc avec nous, enfin mes camarades de la deuxième année de master, on a installé un atelier ici. On a travaillé donc pendant quelques 2 semaines et un peu plus pour réaliser des œuvres. Pour réaliser des œuvres, on en a réalisé 4. Il y a ce tableau d'abord, ce grand tableau qui est le tableau phare de la résidence. Et il y a un autre, il y a 3 autres qui sont dedans. Je vais dire la 4e est une installation. Quand on parle d'installation, c'est que c'est un tableau dont la finition a été faite devant donc le parterre d'invités qui était là le lundi. Voilà un peu. Ce tableau, c'est ce que vous avez vu. Vous avez tout dit. Il y a des ombres, il y a des corps, il y a des lignes, il y a des formes. Ce de quoi on pourrait parler pour être un peu plus dans la réalité, c'est que c'est fait de plusieurs matières. Donc c'est un tableau qui pèse énormément. Donc c'est en fer, il y a beaucoup de métaux, il y a du carreau, il y a des bois de toutes sortes et tout. Maintenant sur le fond,
vous allez apercevoir ce que vous allez apercevoir et vous allez l'interpréter. Donc c'est une œuvre d'art, vous voyez un peu. Maintenant, selon les mots comment on appelle, du réalisateur, en fait, de l'artiste, l'exposition est intitulée Porteur du destin. Donc pour lui, les corps qui sont là portent des destins. Il y a des gens qui s'inscrivent, nous sommes dans un cadre universitaire ici, il y a des gens qui s'inscrivent à l'université et qui n'ont pas souvent des préoccupations assez profondes. Mais il y en a qui ont des préoccupations profondes, il y en a qui ont des rêves, des visions du monde assez profondes et larges. Donc il a découvert des gens ici pendant son séjour qu'il a représentés. Donc c'est une sorte d'apologie des étudiants de la filière et tout. Donc des gens qui portent, par exemple, celui-ci porte ce corps-là. C'est une maison qui porte. Et donc on voit ça, ses membres, vous voyez un peu, c'est que la charge est assez lourde. Donc c'est des destins qui sont portés dans ce tableau. Mais moi je trouve qu'il n'est pas souvent très bien d'interpréter des tableaux comme ça. Il faut laisser voir, interpréter, laisser le champ d'interprétation beaucoup plus large. Voilà un peu ce que je veux dire. Que sur le tronc, il est affiché un petit papier d'une citation de André Malraux qui parle de l'humanisme. Donc on l'a nommé l'arbre de l'humanité. Donc c'est des visages qui sont en haut. C'est des visages. Vous voyez, on plante des arbres, on dit celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Vous voyez un peu. Et là, nous plantons un arbre qui porte des visages, des têtes humaines. Et c'est pour dire qu'il faut cultiver l'humanisme, il faut cultiver l'humanité. C'est vraiment une leçon de vie. Et l'artiste tient beaucoup à ça dans ses réalisations. Il porte beaucoup de leçons dans ses réalisations. C'est l'arbre de l'humanité. Et pour apporter une contribution à la recherche de la paix, et tout, en cette période où le monde est secoué et tout. Enfin, notons que l'art joue également une fonction pour cultiver l'humanité et aussi l'instauration et la recherche de la paix. Tous ces objets ont été faits par des artistes pour montrer ou refléter l'image de l'Afrique. Parlons à présent de l'état de nos voies dans les différents quartiers de la capitale. Une de nos équipes a également fait le tour de la ville pour constater les dégâts occasionnés par la pluie du mardi 7 juin dernier. Mara Lietou et Maman Sani pour plus de précision. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de le dire, mais ce n'est pas le cas sur les grandes artères de la ville de Niamey. On constate une dégradation des voies au 3e degré au niveau des différents quartiers de Niamey. En effet, plusieurs quartiers sont victimes de cette dégradation, liée soit à une mauvaise construction des routes ou un manque notoire des caniveaux, surtout en cette période où la saison hivernage est à ses débuts seulement. Cet état de fait ne peut laisser les usagers de la route indifférents. C'est le cas de ces taximans qui tirent sur la sonnette. Wallahi fonda o ba mata kai da fonda gondir sai masala lama fonda o asara to za mu kai ne da kai da kawo wallahi tam foyon gona ka dai dir zumbu fonda o gade vie no foyon bor mi ka ye fonda bon ko ne ske ba yi de iru gune ba ni o kai go kai ay mota jino gusuno gono di ban din kan ara gengiru luma bagu wala mina moti ser pete ne dia fonda ko kandir sai la bobo wallahi ke mo kan go sai dai in fabirga irwo ukan irgba fonde o im gurgeir se fonde o im gurgeir se fonde te zamso ni dike dia o kan furnon yongo no quartier yongo no kan saba ko ira dangini o maximum dir ko gun gin kayni fo gono kan nodi o dato jantono no kilenge zumen nim bere iske din mota fur harora agen kanda se lan bo biyo motero ga hare wala mate pinay do hara ni ake baat fomba ke sorabumbo hargo fure iske mota izen gumo no dia donc ergo ceci gano ima fabirse bala tedit ce kanten ne gitirse zamir gumbe be kan goyo wa guduru mais ergo ceci gano im fabirga fi sabilillah ergo ba fandem. Il est impératif que les autorités en charge de ces secteurs prennent toutes les responsabilités pour venir à bout de ce calvaire qui n'a que trop duré.
Dans la commune rurale de Djondjo coule depuis 1969 les eaux d'un forage construit dans le cadre du projet de mise en valeur du Dalol Mauri. Ces eaux ont créé une mare artificielle de plusieurs hectares, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Et c'est un élément du studio Kalango. Cette eau coule depuis plus de 55 ans. Elle provient de ce forage créé dans les années 60 à Djondjo dans le cadre du projet de mise en valeur du Dalol Mauri. El Ajmal Moussa Hambali explique les activités menées autour de ce forage ainsi que l'érosion de l'endroit. Matsalar sun kawo da harin dauri kamar sun yi yawa sun ka dora buge hanyar sun ka buɗa ta da sun ka buɗa ta da sun ka kakkashe gare sai ana nan mazangari da sarki an ka kama kuma har yau an ka kawo duci an ka sa an kai komi an kai gyara don dai wuri shi samu karfi saboda ruwan yahi karin wuri yana bubbuge itace. L'eau du forage s'est stagnée et a créé une mare artificielle de plus de 5 hectares, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. L'impact que cette mare a aussi, c'est qu'il y a des espèces d'animaux comme les oiseaux aquatiques qui viennent ici à cette période. Il y a des plantes qui ne supportent pas la salinité. C'est ce qui fait que ces plantes sont en train de disparaître. Même les manguiers qui étaient là, ils ont disparu. Le premier qui est là, il est en train de partir. Par ailleurs, le typha australien appelé Chala Langhausa est une plante envahissante des cours d'eau qui nuit au développement de certains poissons alors que d'autres sont à l'abri. Ça peut avoir un impact sur les poissons du moment où ça dépend de l'espèce de poisson. Pour d'autres, ça permet d'avoir un refuge quoi. Mais pour d'autres quand même, ils ont besoin d'un espace aéré où la lumière peut bien pénétrer. Malgré la conséquence environnementale qui s'observe, les populations de Djondjo tirent profit de ce forage dans le cadre de l'économie de leur département. À présent, le chef de la diplomatie russe est en déplacement à Ankara au centre de discussion l'exportation du blé de l'Ukraine. Reportage. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est en visite à Ankara où il a rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Au centre des discussions, les exportations des céréales d'Ukraine actuellement bloquées par la guerre. La Russie se dit favorable à l'instauration de corridors sécurisés avec la coopération de la Turquie afin de permettre le transit des navires céréaliers en mer Noire. Nous sommes prêts à assurer la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens et se rendent dans les détroits. Nous sommes prêts à le faire en coopération avec nos collègues turcs. Le ministre turc a également estimé que la levée des sanctions visant les exportations agricoles russes était légitime. S'il faut ouvrir le marché international aux céréales, au tournesol ou à l'huile de tournesol ukrainien, nous pensons que lever les obstacles aux exportations russes est légitime. Avant la guerre, Kiev exportait chaque mois 12% du blé mondial, 15% du maïs et 50% de l'huile de tournesol. Aujourd'hui, une vingtaine de tonnes sont bloquées, ce qui a entraîné une flambée des prix et fait peser un risque de famine. Cap au Mali où les militaires au pouvoir sont revenus sur une transition de 2 ans au lieu de 5 ans. Les images. Au Mali, les militaires se donnent jusqu'à mars 2024 pour rendre le pouvoir aux civils. Cette transition a été annoncée lundi après signature d'un décret par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte.
La décision intervient au surlendemain d'un sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a imposé depuis le 9 janvier des sanctions commerciales et financières au pays pour forcer la junte à présenter un calendrier de transition acceptable. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Alors que la junte, qui a pris le pouvoir par la force en août 2020, n'a pas tenu son engagement initial de céder la gouvernance du pays aux civils après des élections programmées en février dernier, les militaires ont finalement changé de projet à plusieurs reprises en passant de 5 ans supplémentaires à finalement 24 mois. Les dirigeants ouest-africains n'ont pour le moment pas levé les sanctions, mais poursuivent le dialogue avec la junte. Une levée graduelle devrait être envisagée lors d'un nouveau sommet le 3 juillet. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.